Moi, je mets la création avec un grand C et nature avec un grand N. C'est formidable, il y a tout, mais c'est l'homme qui détériore tout. Il faut qu'il mette la pagaille, on le voit même actuellement. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, et ça fait plaisir de vous le dire, en compagnie du docteur Jean-Pierre Willem. Bonjour docteur. Bonjour. Ça fait plaisir de vous revoir, docteur, médecin, chirurgien et anthropologue, spécialiste des huiles essentielles. Vous êtes aromathérapeute, vous êtes inventeur de la réanimation en ville, à l'origine du SAMU, que vous avez découvert à Beaune en Algérie. Je vais pas refaire votre histoire, cofondateur de Médecins sans frontières avec Kouchner en 72. Vous êtes le dernier assistant du docteur Albert Schweitzer, prix Nobel et précurseur de la médecine tropicale. On l'a un petit peu oublié pour les nouvelles générations. Et ami du Tché, j'ai une question à vous poser sur le Tché. Et votre dernier livre, Tout savoir sur les virus et y faire face, aux éditions Dauphin, sort dans sa nouvelle version. Il cartonne dans le monde entier. Je disais tout à l'heure, vous êtes traduit en chinois et en portugais, puisqu'on le trouve en vente au Brésil et au Portugal. Pourquoi est-ce que le Che Guevara donc avait modifié sa date de naissance? Il l'a modifié parce que c'était un bon chrétien. Sa maman était bonne chrétienne. Elle l'a eu en dehors du mariage. Alors on a dû reculer d'1 mois, mais je suis le seul, pourquoi vous me le dites devant toutes les télés là? C'est un peu secret. Mais c'est vous qui me l'avez dit. Je vous l'ai dit, mais enfin, vous n'êtes pas l'ensemble de la communauté humaine. Ah bon? J'ai cru qu'on pouvait... non, on peut le dire, oui, non, c'est donc, parce que le fait c'est quand même, l'Argentine, c'est très croyant. Oui. Et alors, le fait de faire un péché, c'est-à-dire d'avoir un enfant en dehors du mariage, alors, on a intégré dans le mariage. Et on l'a mis un mois plus tard. Voilà. Comme ça, il était dans les cordes. Il était, voilà, exact. Bon, on va parler de choses beaucoup plus sérieuses. Les Français ne se sont jamais autant préoccupés de leur immunité. Je regardais une étude qui a été réalisée par une équipe de l'université de Calabre qui avait conclu une forte activité antivirale de l'huile essentielle de laurier noble contre le SARS-CoV, le premier, oui. Celui de l'épidémie de 2003, in vitro. Est-ce que vous savez si une telle étude a été réalisée pour le SARS-CoV-2 à l'origine de la maladie du Covid-19 ? Ça a été fait, toutes ces analyses ont été faites, mais ce sont des produits naturels, donc qui échappent à Big Pharma. Il faut que j'explique quand même qui est Big Pharma. C'est l'ensemble des gros labos qui gèrent le monde. Qui gère le monde. C'est un surnom qu'on leur donne, quoi, c'est ça? C'est le surnom. Ouais. Et alors, à partir de là, donc, il faut savoir qu'ils sont contre les médecines alternatives, mais vous avez des professeurs même en France, qui étudient les huiles essentielles, dans l'olfactothérapie, etc. Et on les a analysées, toutes ces huiles essentielles. Alors, suivant le virus, par exemple, le coronavirus, c'est respiratoire, comme la grippe du reste. Donc, c'est un impact ORL, respiratoire. Alors, c'est l'eucalyptus qui se détache le plus. C'est-à-dire, il y en a 2 variétés d'eucalyptus. Il y a le radiata, qui, lui, est spécifique des narines, du carrefour ORL. Et alors, quand on meurt de la grippe, c'est qu'il est tombé sur les bronches. Alors, pour éviter qu'il tombe sur les bronches, c'est l'eucalyptus globulus, auquel on met Ravinsara ou laurier noble. C'est un des 2, qui sont très immunostimulants. Voilà, mais il y en a plein. Mais est-ce qu'on sait si, par exemple, avec ce nouveau coronavirus, des études ont été faites in vitro? Est-ce qu'ils ont été testés aux huiles essentielles ou pas? Mais oui, mais bien sûr, ça a été fait, mais c'est pas publié. Si vous bricolez un petit peu avec Internet, on le retrouve, tout cela. Moi, je ne mets jamais mes références, pensant qu'on me fait confiance, mais c'est pas bon, parce que on perd du temps à mettre, et puis c'est pas très érotique de mettre les travaux dans la littérature. Mais c'était fait, c'est évident. Et moi, à partir de là, je connais un petit peu tous les éléments qui vont stimuler l'immunité. Vous avez les plus connus, c'est les 3 champignons, maïtake, reiki et shiitake. Les 3, parce qu'il y a des bêta-glucanes qui sont très immunostimulants. C'est pour ça que j'ai fait un produit qu'on appelle Stimu Plus, et dans lequel j'ai mis aussi 3 huiles essentielles immunostimulantes.
dont celle-là, et j'ai mis en plus Silicea, etc. Donc c'est complet, c'est le meilleur au monde. Stimulus, ceux qui en prennent depuis 10 ans n'ont jamais de grippe, etc. Faut le savoir. Stimulus, le laboratoire Fitinov, or les douaniers ont débarqué tout de suite au début donc de l'épidémie pour le supprimer, maintenant ils l'ont restauré, parce qu'il y a eu, beaucoup de gens se sont plaints. Mais on connaît tout ce qui fait l'échinacea, par exemple, même en teinture mère, c'est valable, mais quand vous les regroupez, ça veut dire que vous les potentialisez. À partir de là, même le cancer, puisque c'est l'immunité, c'est-à-dire c'est vos forces. Si vous allez à la guerre sans troupes, c'est pareil, et les intestins, c'est le premier organe qui contient le plus d'immunité. C'est les bactéries, c'est des petits soldats. Avant, les bactéries, ils étaient copains avec nous, mais on a créé donc la pénicilline, c'est-à-dire on leur a déclaré la guerre. Tout de suite, ils se sont rebiffés, ils sont devenus résistants. Mais sinon, on était copains. Même avec le virus, on dit que le virus, il est à l'origine de la création. Je ne suis pas du tout d'accord, parce que vu la création, qui est une perfection incroyable, même l'homme, même nous, on est parfait si on analyse. Mais les médecins ne prennent pas du recul devant Moi, je mets la création avec un grand C et nature avec un grand N. C'est formidable, il y a tout. Mais c'est l'homme qui détériore tout. On pourra en parler. Il fout la pagaille. L'homme, il faut qu'il mette la pagaille. On le voit même actuellement. Pour la prévention du Covid, on sait qu'il ne faut surtout pas faire la Java, etc. Mais diaboliquement, il y en a qui, vous le voyez encore hier, etc., qui pour attraper donc le coronavirus. J'aime bien quand vous dites Covid. Le Covid. On dit Covid, moi je disais Covid, enfin peu importe. Non, mais c'est bien aussi. Oui, bien quand vous dites enfin, Covid. le tout c'est qu'on comprenne. Faut pas qu'on comprenne que c'est le Covid. Mais c'est bien. Ah pardon, oh là là, non. C'est la Covid, la Covid. C'est l'accent de chez vous. Je suis ardennais, hein, c'est pour ça. J'ai un articulé spécial. Hein. En tout cas, ce qu'on a constaté, c'est que l'huile essentielle de Ravinsara s'est retrouvée en rupture de stock en début de la pandémie. Alors, le Ravinsara, c'est le plus grand antiviral que la nature a créé. Est-ce que vous voulez nous expliquer quelles sont ses actions et comment elles fonctionnent ? La Ravinsara, c'est un anti-infectieux majeur. Et alors, il n'y a pas que il est antiviral, donc tous les virus, antibactérien évidemment. Antiviral, ça veut dire qu'il est actif sur tous les virus. Tous les virus. Il y en a qu'un qui échappe, c'est HIV. Le sida, ça ne marche pas, les huiles essentielles. On ne sait pas pourquoi. De même, il ne peut pas y avoir aucun vaccin. C'est pour ça que ça peut interpeller. Parce que le sida, en général, c'est les homosexuels qui... Bon, je ne sais pas. Il y a quelque chose. Est-ce qu'il y a une patte humaine derrière tout ça ? Il n'y a pas de vaccin et les huiles essentielles ne marchent pas. C'est le seul. Sinon, le papillomavirus, herpès, tout ça, on y arrive. Hein, ça, pas de problème. On y arrive avec nos huiles essentielles, sauf HIV. Vous avez commencé à parler de l'antibiorésistance. On dit qu'à l'horizon de 2030, les antibiotiques n'arriveront pas à aujourd'hui contrer toutes les maladies et toutes les nouvelles maladies. Est-ce qu'on pourrait imaginer, docteur Willem, mélanger les antibiotiques et les huiles essentielles? Est-ce que c'est une alliance qui peut se faire, ça? Vous pouvez, en parallèle, vous pouvez le faire, mais enfin, les antibiotiques, il faut savoir que au niveau des intestins, il faut les rééquilibrer en donnant des probiotiques, parce que ça détruit un petit peu le microbiote, les antibiotiques, tandis qu'au contraire, les huiles essentielles renforcent tout le terrain. En plus, renforce. Et il y a des problèmes de vibration parce que c'est très... Il y a de l'électrique derrière tout ça. Il y a du quantique. Hein. L'huile essentielle, c'est une création incroyable. Il faut le savoir, quoi. Hein. Alors, on le voit avec ce nouveau virus, docteur Willem, les individus qui hébergent un virus ou un microbe ne réagissent pas du tout de la même façon face à ce virus. J'ai lu dans votre livre, là, dans sa nouvelle version, qu'un porteur sain, durant toute l'épidémie, le reste. Qu'est-ce que ça signifie ? Dès lors qu'il est requinqué, il est en force avec son immunité. Il a une immunité maximale. Rien ne peut lui arriver. Rien ne peut lui arriver. C'est un peu comme les troupes de Napoléon qui arrivaient à attaquer tout et à gagner partout parce qu'il y avait des troupes qui faisaient, j'allais dire, un peu son immunité.
Et alors, dès lors que vous n'avez plus de troupes, etc., vous êtes vaincu. Hein. C'est comme dans toute guerre. Hein. C'est des guerres, finalement. Mais un porteur sain qui reste porteur sain pendant toute une épidémie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le virus est toujours présent? Et il peut, dès lors qu'il a de quoi neutraliser tout adversaire, il risque rien. Mais il peut porter des germes. C'est-à-dire, il peut vous les communiquer. Il peut vous les communiquer. Ça s'appelle porteur sain. Il vous éternue, s'il éternue, vous savez que quand on éternue, ça va jusqu'à 8 mètres. Il y a une propulsion incroyable d'aérosol jusqu'à 8 mètres, vous vous rendez compte? Alors on oublie, par exemple, pour qu'on porte le masque dans la rue, moi je le porte, mais quand je vois qu'il n'y a personne, je retire le masque. Mais je vois quand j'arrive près d'un groupe, je ne sais pas, quelqu'un a peut-être éternué, et puis il y a ma mort qui est au bout. Oh, pof, je remets sur mon pif, hein. Ça c'est évident. Alors à partir de là, il faut j'allais dire, être intelligent, quoi. Mais pas, faut pas être polytechnicien pour piger que tout va passer par le nez. Tout passe par le nez, donc le masque, il est incontournable. Et puis se laver les paluches, parce que de temps en temps, vous remettez un petit coup sur là, puis alors c'est parti, quoi. Non, c'est des trucs... bon. Gestes barrières. Et vous en avez qui sont pour retirer le masque, mais alors, bon. Mais je vais vous raconter, cyniquement, c'est valable. Pourquoi? Parce qu'ils vont l'attraper, puis comme ils sont sains, ils risquent rien. Ils n'ont même plus besoin de vaccin. Mais malheureusement, dans le groupe, chez les jeunes, hein, mais chez les comorbides, etc., qui ont de l'hypertension, qui ont des produits chimiques, etc., toute leur immunité est sollicitée en permanence. Donc, ils sont déjà plus faibles que les autres. Mais attention, parmi les jeunes, ceux qui sont diabétiques, il y a des jeunes diabétiques, ceux qui sont asthmatiques, qui ont d'allergies, ils ont des produits. Donc, toute leur immunité, elle est sollicitée par les produits chimiques qu'ils prennent. Et donc, ils peuvent mourir. Là, on va voir, puisqu'à Marseille, il y a 500 qui ont fait la fête, on va savoir les dégâts, les clusters qu'il va y avoir. Mais autrement, cyniquement, c'est valable. Il y en a même qui vont dans des centres pour une fois pour toutes le choper et puis avoir tous les anticorps qu'il faut. Alors, ils étaient 700 à Marseille, hein, Doc. Alors, qu'est-ce que vous pensez, je vous ai interrogé là-dessus parce que je voudrais avoir votre avis, de l'intérêt du zinc comme stimulant immunitaire. Donc, le zinc, c'est pas une huile essentielle, hein, c'est un oligo-élément, c'est ça? Oui. Alors, le zinc, il intervient dans plus de 200 réactions enzymatiques. Alors, le zinc, il est très connu. On le donne dans le diabète, c'est incontournable, couplé au chrome. Systématiquement, faut jamais oublier ça. Et il participe à la synthèse des protéines, dont l'ADN et l'ARN. Donc, quand même, c'est quand même un oligo-élément essentiel. Hein. Et au niveau de la prostate aussi. Chez l'homme, la prostate, ça prévient un petit peu donc l'adénome, etc. Bon, donc, mais dans la pandémie actuelle, est-ce que se supplémenter en zinc présente un intérêt? De toute façon, tous les oligo-éléments, ils sont nécessaires. La création, elle a tout fait pour que ça soit nécessaire. Il y a aussi le zinc, la vitamine D, la cobalamine, vitamine B12, tout ça, il ne faut pas être en carence. Et alors le zinc, il ne faut surtout pas être en carence. De même le magnésium. Le magnésium couplé à la vitamine B6, ou pyridoxine. Ça évite d'abord les spasmophilies, etc. C'est incontournable. La B6, c'est quelque chose qu'on devine maintenant le rôle que ça joue. Et la vitamine B6, on la trouve dans quoi, au naturel? C'est toujours le foie de veau, etc. C'est un petit peu... Les abats? Les abats, l'huître, etc. Donc, pourquoi vous faites... Non, l'huître, c'est vraiment un bon aliment. Mais enfin, on l'a bricolé aussi génétiquement. Bon, mais enfin, c'est valable. Il y a tout dedans l'huître. Bon, alors à partir de là, il faut manger de tout. La nature, il y a tout dans la nature. Vous n'êtes même pas obligé de chercher les médicaments. Si vous connaissez un petit peu tous les aliments qui recèlent tel, vous en prenez. Il faut équilibrer. Il ne faut pas manger un sandwich tous les midis. Hein. Je rappelle que vous êtes un des grands spécialistes en France de l'aromathérapie. Hein. Vous êtes docteur en médecine, chirurgien et anthropologue. Et que votre dernier livre, Tout savoir sur les virus et y faire face, vient de sortir dans sa nouvelle édition. Puisqu'effectivement, avec la pandémie, il faut réactualiser les informations en permanence. Et c'est aux éditions Dauphin, si vous voulez bien le montrer, Doc. Ça permettra voilà. à ceux
ceux qui regarderont la vidéo sur la chaîne YouTube de voir la couverture de votre livre. Alors dans ce livre, vous dites que on ne verra pas arriver de vaccin avant au moins 18 mois. Et là, il a fallu 9 mois, en gros, pour que Big Pharma puisse sortir plusieurs projets de vaccins. Il y en a 4 ou 5 au moins à travers le monde aujourd'hui. Oh, il y en avait 11 au départ, mais on n'en a retenu que 3. Avec l'argent, vous pouvez précipiter les analyses, les recherches, parce qu'il y a 3 étapes pour l'élaboration d'un vaccin. Il y a les 2 premières. On vérifie d'abord les effets secondaires sur des petits, je sais pas, sur 10 000 personnes, et on le fait en double aveugle, c'est-à-dire un placebo, c'est-à-dire il n'y a rien, et l'autre, il y a le vaccin. Bon, et la dernière étape, elle est intéressante parce qu'il faut dépasser 30 000. Alors là, c'est vraiment, on est dans la réalité. Après, donc, il va être reconnu ou pas, officialisé. Donc on en est là, et alors c'est là dans un vaccin, qu'est-ce qu'on vérifie? C'est l'efficacité. Alors c'est à celui c'est du 95%, c'est des ceci, cela, bon, et les effets secondaires. Voilà les 2 choses, et puis un papier officiel, donc biologique officiel, qui confirme les réalités. Et c'est ça que le professeur Combes, etc. ont attaqué, c'est le fait que ça n'a pas été fait. On n'a pas encore la réalité des choses. Et malheureusement, il y a aussi les premiers effets secondaires, les premiers, qui sont inhérents à la piqûre elle-même. Mais ils paraissent quand même assez... C'est-à-dire inhérents à la... c'est-à-dire dès lors qu'on vous fait une piqûre, dès qu'il y a une efficacité, il y a une réaction dans l'organisme. Alors, évidemment, bon, il y a le point d'injection, et alors, il peut y avoir de la fièvre, il a 60% des cas, ce qui est normal, puisqu'on introduit un ennemi. Donc, il y a une inflammation, et l'inflammation, c'est la fièvre. Bon, il y a des maux de tête, il y a même des rhumatismes qui se réveillent, parce que déjà, elles étaient un peu enflammées, alors ça les potentialise. Ce qui fait que beaucoup d'effets secondaires, de la fatigue, bon, quand on a 30 ans et de fatigué, donc ça suppose quand même que c'est quelque chose de très agressif pour l'organisme. Alors c'est toujours le problème de dire les bénéfices et c'est ce qu'on a entendu, le bénéfice-risque. Risque, voilà, on en est là, il faut équilibrer. Mais je pense qu'à l'arrivée, moi je suis pour le vaccin, dès lors qu'il n'y a pas d'adjuvant. Comme celui de... Alors expliquez ça pour tout le monde. Mais parce que un vaccin par lui-même, s'il n'est pas agressif, il va rien donner. L'organisme ne va pas se défendre. Elle envoie ses anticorps et tout, l'organisme, quand on est agressé. Il y a ce qu'on appelle l'inflammation. Tous les lymphocytes, les macrophages, enfin, toute cette petite artillerie, elle vient pour attaquer l'ennemi. L'ennemi, il est dans les murs, il est à l'intérieur. Donc ça va créer donc une inflammation, de la fièvre, etc. Et alors, si vous faites un vaccin, il n'y a pas d'éléments agressifs, l'immunité, elle va rester terne. Il n'y a rien qui se présente, il n'y a pas d'immunité. Donc on y met un adjuvant, quelque chose de très agressif. Alors ce qu'on a toujours reproché, c'est surtout l'aluminium. L'aluminium, c'est quand même un métal neurotoxique. Hein. Mais alors on vous le met, mais on ne le retire pas après. Bon, évidemment, ça fait que l'immunité, elle grimpe à au moins 60%, sinon c'est pas valable. Alors ça monte à 60-70%, déjà, c'est opérationnel au niveau vaccin. Bon, mais si c'est à 40%, ça sert à rien. Et en plus, il faut que l'ensemble de la population, donc 60%, soit vacciné. Ce qui fait que vous allez profiter, si vous êtes un petit peu salaud, je m'excuse de ce que je vais dire, si tout le monde se fait vacciner, c'est pas la peine que vous fassiez vacciner, puisque vous allez profiter un petit peu de tous les... De l'immunité de troupeau, comme on dit. Oui, oui. Et puis en plus, il y a l'immunité croisée, c'est-à-dire votre immunité, elle a pu être... Si vous avez fait une grippe et que vous avez gagné sur la grippe, vous avez une immunité, ce qu'on appelle l'immunité croisée, qui va s'ajouter. Voilà un petit peu comment ça se passe, l'immunité. Alors, on a vu arriver des nouvelles techniques, des nouvelles façons de faire le vaccin. Ça vous a surpris, vous ? Oui. Au bout de 50 ans de pratique de la médecine ?
Oui, répétez la question. Les nouvelles techniques pour faire des vaccins. La dernière, c'est évidemment l'ARN messager qu'on a découvert. Hein. C'est une technologie à ARN messager. Alors qu'est-ce que c'est que l'ARN messager? Parce que vous nous aviez expliqué ce que c'était que l'ARN du virus dans une précédente émission. Tous les virus ont un patrimoine génétique, c'est ou l'ADN ou l'ARN. Tout ce qui est respiratoire, c'est l'ARN. L'ARN, qui elle a en plus comme mauvaise qualité, c'est qu'elle mute beaucoup plus facilement que l'ADN. Donc c'est l'ARN messager, donc c'est des brins de provocation génétique qui s'introduisent. Alors on a toujours peur de dire du génétique, ça va dans le noyau, c'est que notre patrimoine, ça y est, on prend un coup. Non, il reste dans les cellules, donc on n'atteint pas le génome. Et ça va rentrer donc dans les cellules et ça va créer donc un antigène qui va provoquer et qui va lutter un petit peu comme l'antigène du coronavirus. Alors pour nous, en France, quel sera le vaccin sans aluminium? Alors nous, c'est des protéines recombinantes. Alors les protéines recombinantes, ça peut être de l'ADN ou de l'ARN, on va savoir quoi. Mais en plus, c'est qu'ils ont mis un adjuvant. L'adjuvant dont je viens vous parler. Et pour moi, donc c'est le Sanofi Pasteur. Hein. Pour moi, ça va encore y avoir beaucoup d'effets secondaires. Faut voir jusqu'où. Et puis, c'est la deuxième étape d'effets secondaires qui joue. On a reproché, par exemple, pour le vaccin contre l'hépatite B qui donnait la sclérose en plaques. Alors, j'en ai vu des cas, hein, mais alors, évidemment, les officiels disent non, parce que c'est perdu dans le temps. Mais vous avez beaucoup de problèmes avec les vaccins, comme le papillomavirus. Moi, j'ai vu, c'est un papillomavirus qui risque de donner le cancer du col de l'utérus, qu'on vaccine des gamines de 13 ans. Comme si elle draguait déjà, etc. Je m'excuse du terme. De même, les jeunes gens, on vaccine. Mais j'ai vu des cas qui sont vraiment dans le coma avec ce vaccin. Alors que tout simplement, en 3 semaines, moi j'en ai soigné une centaine, avec une huile essentielle de cannelle, etc. en ovule, il y a une centaine, il n'y a pas eu de problème. Et ça, s'il y a un client parmi ceux qui nous écoutent, on peut essayer. Je n'ai pas peur de le dire. Je ne peux pas, avec mon nom et mes qualifications, inventer une histoire. Ça marche incroyable, le papillomavirus. Mais la problématique, donc, telle que vous la décrivez aujourd'hui, ce sont les adjuvants. Oui. Donc aujourd'hui, les deux premiers vaccins qu'on aura en France, sont-ils avec ou sans adjuvant? Le Pfizer, il n'y a pas d'adjuvant. Donc, normalement, moi qui attaquais toujours l'adjuvant, je devrais prendre celui-là. Bon, mais je vais attendre... c'est un petit peu hypocrite. Je vais attendre un petit peu les effets secondaires de la deuxième vague. C'est-à-dire combien de temps après on les a, ces effets secondaires, à peu près? Ça peut être à 10 ans après. Ça peut être 5 ans après. Ça dépend lesquels. Hein. Par exemple, quand vous prenez, par exemple, des statines et tout, c'est pas tout de suite. Hein, c'est que vous avez des effets secondaires 1 an, 2 ans, 3 ans après. Comme... tous les IPP, c'est-à-dire des produits inhibiteurs pompe à protons, vous chopez c'est quand vous avez des gastrites ou des reflux gastro. Bon, eh bien, vous les avez, puisque ça supprime le pH, donc il n'y a plus d'enzymes, et puis vous risquez d'avoir le diabète. Mais ça, c'est loin, c'est perdu dans le sable du temps, et malheureusement, non, il faut aller jusqu'au bout. C'est ce qu'on reproche un petit peu sur tous les plateaux. Maintenant, les profs se bagarrent à ce niveau-là, c'est de savoir la vérité de la suite à donner de l'impact de tous ces vaccins. Hein, on en est là. Bon, on va savoir un peu leur efficacité. 95, on est à 97. Ça, c'est des trucs de gamins. Ça, on peut pas se permettre. Hein, c'est peut-être 70%. Ça. Mais est-ce qu'un vaccin peut être efficace à 95% si, de toute façon, les gens ne se font pas vacciner? Si la majorité d'une population ne se fait pas vacciner, est-ce que votre vaccin restera efficace? Il sert à rien dans la mesure où vous n'êtes pas vacciné. Mais en revanche, je vous dis, s'il y a 80% ou 70% sont vaccinés, eh bien l'ensemble, c'est-à-dire la pandémie, elle va plus attaquer donc notre communauté humaine, puisque tout est paré. Il y a un barrage général.
C'est ça qu'il faut savoir. Donc il faut savoir le niveau d'immunité du vaccin et le niveau d'immunité de la population. Il faut les deux. Et c'est possible, c'est réalisable, mais il ne faut pas que l'homme il chahute comme il le fait actuellement, retirer le masque, des trucs comme ça fait des clusters. Un cluster. Et y aller en soirée à Marseille. Non, il n'y a pas que Marseille. Vous dites ça parce que vous n'étiez pas invité. Oui. Non. Alors malheureusement, moi qui suis ardennais, vous avez vu, il y a 3 fois plus... Mais il faut que j'aille, il faut que je retourne à Sedan pour leur expliquer. Comment vous l'expliquez ça finalement? Moi, à mon avis, c'est des clusters. C'est peut-être, je sais pas, ça peut être des paysans qui arrosent, il y a un baptême ou je sais pas quoi, qui arrosent quelque chose, puis après ça crée un cluster, un foyer infectieux, on parle toujours anglais, c'est le foyer infectieux, et puis voilà, et où ils oublient le masque, et puis voilà quoi. Il y a toujours, c'était la Mayenne à une époque, vous vous souvenez, c'était la Mayenne partout. Il y a quelques mois, effectivement, c'était la Mayenne qui était montrée du doigt. Ouais. Et alors, à côté, comme ils ont vu justement qu'on ciblait le département, à côté ils ont fait gaffe et puis vraiment ils sont très performants. Donc on peut, l'homme il n'a qu'à suivre le mouvement et être logique quoi. Alors, docteur Willem, vous expliquez qu'en 30 ans, 30 nouvelles maladies virales pour lesquelles il n'existe ni vaccin ni traitement sont apparues. Dans le cadre de la nouvelle, de ce nouveau coronavirus, c'est ce qu'on appelle une zoonose. Hein. Oui. Sauf qu'aujourd'hui, on ne connaît toujours pas quel est l'animal source qui est à l'origine de la maladie. On en est toujours au pangolin. Hein. Il y a même quelqu'un qui a fait un roman, Onfray, ou je ne sais plus qui, sur le pangolin, qui l'a donné à une chauve-souris. Bon, mais il y a un animal intermédiaire, parce que il faut savoir comme en Afrique, on mange le gibier de brousse. Hein, Ebola, on se souvient, c'était les singes, etc. C'est un intermédiaire, ce sont des intermédiaires. Et alors, il y a des intermédiaires qui peuvent être chez nous, c'est le porc, parce qu'il y a une pression. C'est-à-dire, quand vous vivez tout le temps avec un animal, il y a une pression qui fait qu'il va intégrer votre organisme. Alors, ça peut être aussi des oiseaux, etc. Les insectes, avec les remaniements climatiques qu'il y a, tout est bouleversé. La déforestation, elle réveille toute une vie qui va être allergène et puis qui va amener donc des virus qui sont endormis. Vous avez des virus dans les zones glacées. Je sais, j'ai plus le terme de la zone glacée où on retrouve encore les mammouths et tout. Et on les réveille, on retrouve des virus là-dedans. On retrouve des virus. Donc ils sont endormis, mais ils peuvent se réveiller. En fait. Ils se réveillent, c'est évident. Alors là aussi, c'est l'homme. Il ne joue pas le jeu. Mais maintenant, avec l'info qu'il y a, il devrait savoir. De même, les transports, l'avion, on contrôlait même pas l'arrivée donc à Roissy, etc. C'est incroyable. Les gens venaient de partout. Puis en plus, quand ça vient de l'extérieur, c'est potentialisé. Il y a une virulence ajoutée. C'est tout ça. On a de quoi lutter. Maintenant, on est informé, etc. On a. Mais pourquoi l'homme, il devient diabolique quelque part. On ne sait pas pourquoi. Oui, l'émergence de ces maladies sont souvent associées finalement à des changements de vie de l'homme, des changements, des changements environnementaux oui, puis tous les transports, etc. Il y a et en plus l'alimentation, il s'en occupe moins. On fait comme on appelle ça, du grignotage chez soi. Il y a rien à faire. Sinon, il y a du grignotage, etc. Puis alors, pour la petite blague, vous allez voir dans 5-6 mois la natalité française, enfin un peu partout, quoi. Bon, on retrouve notre femme chérie, et puis voilà. Enfin, je suis anthropologue, hein, j'ai le droit de le dire. Hein. Alors, 8 patients sur 10 perdent de l'odorat quand ils contractent la Covid-19. Ça s'appelle l'anosmie et le sens gustatif des deux. Vous étiez un des premiers à faire le lien entre ça et la maladie d'Alzheimer. Déjà, quand on perd cet odorat, quelle est la partie du cerveau qui est atteinte? C'est au niveau du cerveau limbique. Vous avez 2 zones qui sont essentielles, c'est l'hippocampe et l'amygdale. C'est le siège de la mémoire et des émotions pour l'amygdale. Alors, il faut savoir que dès que vous avez donc cette perte olfactive, l'olfactif, chez l'homme primitif, c'était leur boussole.
C'est-à-dire que d'un environnement hostile, eh bien, c'était une boussole qui vous permettait de vous y retrouver, la survie, l'adaptation, etc. Bon. Et alors, ils mangeaient cru à l'époque, animal. Donc, c'est une bonne nourriture, saine. Donc, ça fait peu d'antigènes. Et alors, après, il y a eu la cuisson. La cuisson, c'est-à-dire, ce n'est plus l'olfactif, c'est le gustatif. Et alors, comment on cuit les aliments qui sont morts, puisque c'est cuit, mais qui sont indispensables pour les patates, etc. Et alors, à partir de là, le gustatif met en sommeil l'olfactif. Et l'olfactif, c'est toutes les zones qui correspondent quand on ne les respecte plus, qui va donner la maladie d'Alzheimer. Alors, quand quelqu'un a un trouble de l'odorat, alors les médecins au départ disent non, ça ne disparaît pas au bout de 15 jours. Non, ça peut ressortir, etc. Ça veut dire que les 5 barrières qui nous protègent, comme quoi la nature avec un grand N, elle est bien faite, parce que l'homme, on sait qu'il va commettre des erreurs, etc. Il y a 5 barrières qui sont franchies. Et la dernière, c'est la barrière hémato-encéphalique. Il n'y a plus rien après. Mais docteur Willem, parce que les scientifiques n'arrivent pas à répondre à cette question, quelles sont les cellules cibles du coronavirus à ce niveau? Qu'est-ce qui est atteint précisément? Est-ce qu'on sait? Toute la conduction de l'olfactif et les cellules olfactives. Vous avez des cellules olfactives. C'est quoi? Ce sont des neurones olfactifs? Oui, il y a des neurones. C'est le cheminement, les neurones. Mais vous avez des cellules avec des synapses, etc. Tout ça, c'est imprégné du virus. Et alors, à ce moment-là, ça bloque tout le système de la diffusion. Et en particulier, quand Alzheimer, vous n'avez plus d'acétylcholine. Il n'y a plus d'acétylcholine. C'est-à-dire, l'acétylcholine, c'est un neurotransmetteur qui vous donne tous les messages. Il n'y en a plus. Et alors, on avait 4 produits pour Alzheimer, mais qui étaient chimiques, donc qui compliquaient encore, qui aggravaient l'Alzheimer. On les a supprimés. Mais nous, dans les huiles essentielles, je vais vous donner une que les gens peuvent appliquer, ceux qui ont déjà des troubles de mémoire et tout, qui n'ont pas la maladie d'Alzheimer. Je vais vous en donner une, normalement je ne devrais pas le faire. C'est l'huile essentielle de romarin à cinéole. Vous achetez un flacon, ça coûte 6 €, un petit flacon comme ça, et vous débouchez et vous le humez. Et il va stimuler, il restaure l'acétylcholine. Et vous retrouvez, alors je l'avais donné... Alors, il n'y a pas de risque de le respirer, pas du tout, de le mettre sous son nez? Mais il y en a qui, pendant 5 minutes, après ils ont des maux de tête. Il faut quand même savoir, à un moment donné, quand ça brûle un petit peu dans le circuit, vous faites ça 1 minute, ça dépend de votre sensibilité. Vous faites ça 3-4 fois dans la journée, pour la mémoire, hein. Eh bien, vous restaurez votre acétylcholine. Les professeurs qui nous écoutent vont dire, ils vont se dresser les cheveux, même les chauves. Et alors, j'ai vérifié. Alors, les Japonais, parce que je suis en rapport avec les Japonais, il y a des élèves qui viennent chez nous avec des profs qui viennent de même en Chine. Je suis en rapport avec eux depuis le temps que je fais des newsletters. Ils les suivent, c'est traduit, etc. Et les Japonais ont essayé, et déjà, j'ai vu leurs travaux. Eh bien, en 1 mois, c'est eux qui me l'ont écrit. On retrouve, on récupère. Oui, mais là, vous me parlez, docteur, de la mémoire. La mémoire. Moi, je suis en train de vous parler de ceux qui, depuis 4-5 mois, ont un trouble d'odorat persistant. Oui. Donc, déjà, est-ce qu'on peut savoir ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ce sont souvent des gens qui sont en plus testés négatifs, hein, quand on leur fait le test de Covid, mais qui n'ont toujours pas retrouvé l'odorat. Ah oui, mais attention, alors là, dans la maladie d'Alzheimer, le premier signe qui est pathognomonique qui est spécifique d'une maladie, ça veut dire, c'est 95% de ceux qui ont la maladie d'Alzheimer en dehors du Covid, hein, c'est-à-dire celui qui a l'Alzheimer. Il a un trouble olfactif, 95. Mais ça devrait alerter le corps médical, ça. Il n'a plus d'olfactif, alors que c'est le sens le plus essentiel qui existe. Quand on l'a, vous perdez justement cette lutte pour la survie, pour l'adaptation et la reproduction. Vous l'avez plus. Et alors, pour que les gens comprennent mieux, moi, je me réfère au chien, au rhinencéphale. Le rhinencéphale, c'est le cerveau du nez. Rhinencéphale du chien et du chat, qui, lui, vous le jetez au début de l'été, vous le larguez dans le midi, etc., il retrouve son chemin. Malgré l'autoroute et tout, il arrive à chevaucher et à retrouver. Mais c'est quelque chose une sacrée boussole. Et ce chien, pourquoi actuellement on l'emploie pour voir si vous avez le coronavirus?
Ça marche dans 92% des cas. Pourquoi la France... Parce qu'il renifle, hein, il arrive à renifler et il peut en faire 90. Le virus. Et il en fait 90 par heure. Vous vous rendez compte, vous formez 50 chiens, il n'y a plus besoin de payer, parce que c'est nous qui payons les antigènes, là, et vous avez des pharmaciens qui font fortune, là. Ça coûte 2 milliards, hein, rien que les tests. Alors que le chien, c'est gratos. Hein, on lui donne un bon beefsteak, il va être heureux. Et ça va au Qatar, ça va partout. Ça va partout, sauf chez nous. Alors moi, j'aimerais revenir au coronavirus, docteur Willem. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à ceux qui ont un trouble de l'odorat persistant? Certains malades déclarent aujourd'hui avoir des sentiments d'odeur de dissolvant ou d'hydrocarbures même. Hein, oui. Okay. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à eux? Il faut déjà qu'ils retrouvent une nourriture, et une nourriture la plus crue possible, au moins 60-70% de cru, parce que les patates et les haricots, faut les cuire. Bon, déjà, c'est beaucoup plus vivace, hein, au niveau donc alimentaire, ça joue. Hein. Et puis à ce moment-là, donc retrouver une alimentation vivante. Oui, vivante. Et bon, et puis vous mettez aux huiles essentielles, vous inhalez, vous pouvez même en prendre en massage. Hein, alors je donne dans le livre plein de synergies. Même pour ceux qui ont Alzheimer, parce qu'il y a 3 étapes dans Alzheimer. Hein. Il y en a une où vous avez perdu la mémoire, etc., le langage, au début l'agressivité, etc. Et ceux qui n'avaient pas Alzheimer, qui étaient donc, qu'on avait envoyé pour, leur résurrection, pour leur réanimation, eh bien, 5 mois après, déjà, ils sont dans Alzheimer. Ils ont les mêmes signes que Alzheimer. Troubles de l'attention, du langage, agitation, déambulation, etc. Alors donc, il y a 3 étapes dans la maladie d'Alzheimer et vous pouvez les éviter. Hein. Vous le retrouvez, là je vais en parler tout à l'heure, parce que à la fête, on offre des cadeaux, je pense, au Nouvel An. Et les catholiques, c'est à Noël, je pense. Hein. Alors, au lieu d'acheter, je ne sais pas quoi, un roman à l'eau de rose, érotique et à peine, lisez les livres du docteur Willem. Vous en avez un très bon qui s'appelle Alzheimer et odorat, là, qui... Alzheimer et odorat... Peut-être que vous aurez le Nobel pour ça, vous verrez un jour. Bon. Quand les arômes restaurent la mémoire. Je raconte pas sinon je rembourse si je raconte des bêtises. Bon, moi, docteur Willem, il y a toute cette question du potentiel neuro-invasif du SARS-CoV-2 qui se pose. Et aujourd'hui, la plupart de ceux qui ont eu des troubles de l'odorat, c'est revenu, on va dire, automatiquement, et plutôt assez rapidement. Mais il y a tous ceux qui vraiment n'arrivent toujours pas à retrouver leur odorat et qui sont en situation d'errance parce que personne ne sait les prendre en charge. Ne croyez pas qu'il y a de l'odorat qui disparaît, c'est faux. Il traîne, il va traîner dans le circuit. Et il va ressortir dans 5-15 ans. Quelqu'un qui a 20 ans ne va pas avoir Alzheimer tout de suite. Il a toute une immunité, il a toute une résistance. Et lui, ça va survenir dans 5-10 ans. Mais je ne serai plus là pour le voir. Et puis on va oublier que je l'ai dit. Mais c'est pas grave ça. Hein. Mais de toute façon, je l'ai dit déjà, là, 5 mois, ça commençait déjà. Ceux qui étaient déjà prédisposés, et là, ça éclate. Et maintenant, mais ce qu'il y a, c'est il y a plein de recherches qui découvrent, même en France, il y a quelqu'un qui a découvert des troubles neurologiques, etc. Mais on ne dit pas Alzheimer. Pourquoi? Là, je ne comprends pas, parce qu'il n'y a rien à perdre, et ce n'est pas une histoire de Big Pharma. Enfin, je sais qu'on peut le traiter, mais surtout pas en produits chimiques, parce que ça ne marchera pas. On l'a fait déjà avec la Riceps, etc., les produits qu'on donnait, les 4 produits que l'on donnait. On les a stoppés. Pour qu'on les stoppe, c'est un manque à gagner. C'est que vraiment, c'était péjoratif. Et voilà, il y a une autre alternative. Je vous ai dit, la nature, il y a tout dedans. Il faut se décarcasser pour trouver. Alors la pandémie génère beaucoup de stress, l'augmentation des somnifères à la vente dans les pharmacies. Est-ce que vous avez des alternatives naturelles, docteur Willem, justement, pour booster un petit peu le moral de tous ceux qui l'ont perdu avec ces nouvelles qui sont qui tournent en boucle toute la journée à la télévision, qui sont anxiogènes? Alors il faut savoir, il y a une huile essentielle que tous les aromathérapeutes connaissent, c'est Neroli. Neroli, c'est la feuille du
petit bigaradier, l'oranger petit, qui va vous donner une huile Néroli, parce qu'il y a une princesse qui s'appelle Nérola qui en mettait sur ses gants pour attirer les jeunes, enfin c'est autre chose. Alors on l'appelle Néroli. Alors Néroli, c'est vous en mettez 3 gouttes sur le plexus. Ça a le même niveau d'efficacité que le Prozac. Mais le Prozac, il a ses effets secondaires. C'est dire la qualité du Néroli. Néroli. Néroli, N-E-R-O-L-I. 3 gouttes sur le plexus. 3 gouttes sur le plexus, puis vous voyez comment vous êtes bien dans la journée. Vous faites ça 2 fois dans la journée. Mais il y a d'autres, il y a quantité d'autres plantes, c'est évident. Il y a la camomille noble, il y a le bois de haut, vous avez la marjolaine des jardins, la lavande. Alors, il y a le lavandin, qui est 3 fois moins cher que la lavande. Parce que, c'est quoi la différence? Il y a un hybride. Ils ont remis une autre lavande qui est moins chère. Donc, 3 fois, il faut prendre lavandin. Ne prenez pas lavande. Et vous avez aussi le pin sylvestre, la mandarine. Les mandarines, c'est pas une huile essentielle, c'est une essence. Comme l'orange, je sais pas, on fait pas, ou le citron, parce que vous voyez, on se fait des giclées avec la peau pour un peu, c'est un jeu d'enfant. On distille pas les agrumes. Et alors vous avez tout dans la nature, la mandarine, l'essence de mandarine. Puis alors vous avez aussi d'autres plantes comme le millepertuis. Le millepertuis dans la déprime, c'est connu, très connu en Allemagne, mais il faut attendre 3 semaines avant que ça fasse des effets. Mais c'est pas en huile essentielle, le millepertuis. Non, c'est pas. On peut en teinture mère ou en bourgeon macérat. Le millepertuis, c'est un des meilleurs. C'est l'hypericum en latin et en homéopathie, quoi. Il y a une question qui revient souvent. Quelle est la différence entre une huile essentielle et un hydrolat? Alors l'hydrolat, quand vous distillez, donc vous mettez donc dans une cuve, vous mettez les plantes, les tiges, etc. Et il va y avoir une vaporisation, la vapeur qui va embarquer tous les principes actifs et qui va redescendre dans le refroidi. Il y a un serpentin et après il ressort dans une cuve. Alors l'eau, elle va en bas et l'huile essentielle en haut. Mais l'eau, elle est imprégnée d'huile essentielle. Mais vous pouvez en mettre sur les muqueuses, parce que il y a très peu. Parce que c'est ça qu'on appelle l'hydrolat, en fait. C'est un hydrolat, c'est une eau aromatique, mais qui vaut pas cher. Avant, ils le jetaient, mais maintenant, puisque nous, on prescrit dans les muqueuses pour les collyres, pour au niveau gynéco, etc., ça marche. Ça, c'est évident. Et c'est moins agressif. C'est pas agressif du tout. On vous rappelle que l'utilisation des huiles essentielles, c'est avec parcimonie et bon escient. Donc, ça demande quand même pas mal de connaissances. Et on fait pas n'importe quoi avec les huiles essentielles. C'est des études, c'est de la biochimie. Bon, vous avez la chimie synthétique. Bon, mais la biochimie des remèdes naturels, c'est beaucoup plus complexe, puis ça va beaucoup plus loin. On sent que là aussi, c'est les mystères de la création. Là, il y a des surprises, c'est incroyable. Les gens découvrent chaque chose. Pourquoi que ça vient faire? Ah si, ça a son rôle à jouer à tel moment. Bon, mais comme on est un peu cartésien, même les médecins, ils n'ont plus le temps de s'apitoyer, enfin pas s'apitoyer, d'étudier cela. C'est bien dommage. Mais moi, j'ai le temps d'étudier. Puis je vois un petit peu, j'analyse par rapport à l'homme, etc., comment ça convient et tout. J'ai le temps d'analyser. Jean-Pierre Willem sur Beurre FM, votre livre, le dernier, dont la nouvelle version vient de sortir, donc tout savoir sur les virus et y faire face, c'est chez Dauphin. Ce livre que vous montrez également sur Alzheimer et odorat, quand les arômes restaurent la mémoire, également chez Guy Trédaniel. Ça fait des beaux cadeaux, qui sont pas ridicules. Et utiles. Et alors, mon best-seller, que je n'ai pas quand même vendu à 350 000 exemplaires, tous les mères de famille l'ont, il y a 350 traitements dedans, c'est les huiles essentielles médecine d'avenir, aux éditions Dauphin, le poisson. Les huiles essentielles médecine d'avenir. Merci Jean-Pierre Willem. Vous réécoutez cette émission en podcast sur beurrefm.net et puis vous regardez la vidéo du doc sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Merci doc, à l'année prochaine. C'est moi qui vous remercie. Passez une très belle journée santé sur Beurre FM.